Pis toi ta journée avec Élisane Pellerin. Bienvenue à Pis-toi ta journée, une émission où on parle avec des personnes qui sont discriminées par la société. Je m'appelle Élisane Pellerin, j'ai un doctorat en sciences politiques et je suis moi-même en situation de handicap. Aujourd'hui, on reçoit une personne immigrante, réfugiée, Love Joyce Amavi. Bonjour. Bonjour Élisane, merci de m'accueillir dans votre studio. Bienvenue. Et donc, aujourd'hui, on va parler des personnes réfugiées, bien sûr, mais aussi de la discrimination, du racisme qui est fait envers les personnes réfugiées et plus largement envers les personnes migrantes. Parce que je pense que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet des fois qui est mal compris aussi par les Québécois et les Québécoises, et puis je pense que d'avoir une image de ce que c'est d'être une personne immigrante, d'être une personne réfugiée dans votre cas, et de pouvoir mettre des mots sur ce parcours-là que monsieur, madame ne connaissent pas nécessairement, c'est utile pour bien comprendre ce que c'est comme parcours et ce que ça implique. Et je pense que ça peut ouvrir la discussion, en fait, sur les discriminations et sur le manque de communication entre différents groupes sociaux. Donc, je l'ai dit en début d'émission, bien sûr, vous êtes réfugié. Non seulement réfugié, mais réfugié qui a passé quand même par le chemin Roxham, qui est maintenant tristement célèbre, hein, malheureusement. Donc, le chemin Roxham, qui est un chemin entre les États-Unis et le Québec, par lesquels passent des immigrants sans passer par les instances d'immigration traditionnelles, disons-le ainsi. Et donc, dans une voie d'immigration qui est moins traditionnelle et où les gens ne font pas de démarche d'immigration, bien sûr, avant leur arrivée. Puis il y a aussi, évidemment, toute la question de réfugiés. Un réfugié est quand même différent d'une personne migrante. On pourra y revenir un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je vous laisse nous raconter un peu qui vous êtes, d'où vous venez, et aussi, d'un côté, là, le chemin Roxham, mais aussi, qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé, parce que vous ne sommes pas quand même depuis votre arrivée au Québec. Merci. Moi, je viens d'Afrique, un petit pays coincé du côté de l'ouest de l'Afrique qui s'appelle le Togo. Et j'ai quitté le Togo en 2017, au début des années 2017, pour comment dirais-je, pour échapper oui. à la politique, à la persécution politique. Et je suis arrivé aux États-Unis, on peut le dire aujourd'hui, dans la première présidence de Donald Trump. Oui. Parce qu'apparemment, il s'en va pour y retourner, mais... Je n'irai pas jusque-là, je me prononcerai pas, mais forcément, effectivement, le fait que ce soit Donald Trump qui était au pouvoir à ce moment-là, ça joue sur votre parcours et sur le parcours de plusieurs réfugiés, d'ailleurs, là, qui auraient pu rester aux États-Unis parce que vous aviez le choix, en fait, de demander refuge, de demander donc le statut de réfugié aux États-Unis. Vous avez décidé de ne pas le faire et vous dites dans votre livre, entre autres, à cause de la présidence de Donald Trump et de tout ce qui sévissait autour de ça, donc Donald Trump qui n'était pas nécessairement le plus accueillant envers les personnes migrantes et réfugiés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, ne voulaient pas rester là et ont préféré donc passer par le chemin Roxham pour demander refuge au Québec, au Canada. C'est ça. Donc, quand j'arrive aux États-Unis en avril 2017 et que, à l'époque, déjà, la persécution des populations haïtiennes qui avaient été accueillies après le séisme avait commencé, Donald Trump et beaucoup de leaders politiques prenaient la parole pour les traiter de tous les noms. Oui. Et donc, ils ont redécouvert ce petit chemin entre les États-Unis et le Canada qui est devenu tristement célèbre, comme tu l'as dit, le chemin Roxham. Donc, je l'ai appris aussi et donc j'ai emboîté le pas à toutes ces personnes qui cherchaient le refuge au Canada. Et donc, bien évidemment, ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont venus par le chemin Roxham sont des demandeurs d'asile. Oui.
c'est-à-dire persécutés sur le territoire où ils se trouvent. Ils ont besoin de partir pour aller chercher plus de sécurité et de tranquillité. Donc, quand on arrive aux frontières traditionnelles, il y a des conditions pour demander l'asile. Oui. Et alors que quand on arrive au chemin Roxham, qui est un chemin irrégulier d'entrée, à l'époque, il y a très rapidement eu des installations administratives pour accueillir ce monde-là et recueillir les demandes d'asile. Donc, je fais partie de cette vague de 2017. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'un demandeur d'asile ou un réfugié n'est pas un immigrant traditionnel. Un immigrant traditionnel peut bien sûr demander un statut d'immigration pour les raisons qui lui apportent des raisons personnelles, donc pour venir travailler, par exemple, ou pour un séjour. Et ça, il a tout à fait le droit de demander et le pays d'accueil, évidemment, il a le droit de refuser ces personnes-là. Dans le cas d'un demandeur d'asile, le demandeur d'asile est une personne, vous l'avez dit, qui est persécutée. Donc, par son ethnie, sa couleur de peau, par sa religion, à cause de sa nationalité, du groupe social auquel il appartient, de ses idées politiques, d'un handicap ou d'une orientation sexuelle de genre, par exemple. Donc, ces gens-là ne peuvent pas rester dans leur pays, craignent pour leur sécurité dans leur propre pays. À ce moment-là, peuvent demander refuge dans un autre pays où ils se sentent plus en sécurité parce que les politiques sociales sont mieux adaptées et il y a moins de persécutions envers ce groupe de personnes auxquelles la personne demanderesse appartient. À ce moment-là, on est sur des questions de convention internationale et sans entrer trop dans les détails. En fait, le Canada, à ce moment-là, n'a pas le choix d'accepter les réfugiés qui demandent refuge dans l'optique où le réfugié est capable de prouver qu'il a effectivement peur pour lui-même et qu'il y a des raisons légitimes d'avoir peur. Donc, à ce moment-là, dans les conventions internationales, c'est très bien écrit que le Canada et le Québec ne peuvent pas refuser ces gens-là, à moins, évidemment, qu'on n'arrive pas à faire la preuve que vous êtes forcément persécuté, effectivement, et que ce soit une demande qui est caduque. Mais dans les faits, les demandes caduques sont quand même très rares, là, parce que vous allez raconter votre parcours, là, c'est quand même pas un petit parcours, il faut être quand même très décidé là, pour quitter un pays et aller vers un pays qu'on ne connaît pas. Donc, les gens qui commencent ce parcours-là, souvent ont des raisons de croire qu'ils sont menacés et ils ne font pas de bonne grâce par plaisir, ils le font vraiment par nécessité. Donc, vous l'avez dit, vous êtes passé par le chemin Roxham à partir des États-Unis. Est-ce que vous vouliez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous à partir des États-Unis? Donc, vous arrivez à la frontière, on vous annonce que si vous dépassez la frontière, vous allez être arrêté. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit, évidemment, de passer une frontière sans être invité. Et au moment où vous allez mettre le pied, donc vous allez être en situation illégale. Bien sûr, au moment où vous mettez le pied et que vous êtes en situation illégale, à ce moment-là, vous demandez un statut de réfugié, donc vous expliquez votre situation. Et là, expliquez-nous un peu comment ça se passe au moment où vous mettez le pied de l'autre côté. Là, quels sont les événements qui s'enchaînent pour vous et votre groupe à ce moment-là? Ben, c'est comme tu l'as dit. Dès qu'on traverse la frontière, on se fait arrêter par la Gendarmerie royale du Canada. Et donc, déjà, c'est annoncé que vous ne pouvez pas faire un pas de plus parce que là, vous entrez en territoire canadien. Et puis, on fait quand même le pas. On veut être arrêté par ces gendarmes-là parce que, comme on fuit la persécution, on a besoin de pouvoir raconter notre histoire et trouver un refuge. Et donc, ensuite, on est authentifié. Si on a des pièces d'identité, il faut les donner. Les sacs sont fouillés, etc. Et puis donc après, on passe d'un point à l'autre d'un agent, un officier qui vous reçoit, un officier de la gendarmerie qui vous reçoit et qui vous pose des questions. Et donc, il faudra répondre à ces questions, raconter le motif de la demande. Oui. Tout est enregistré. À l'époque, en 2017, il n'y avait pas autant d'installations qu'il y a eu jusqu'à la fermeture récente. Et donc, il a fallu attendre que non seulement d'autres agents et notamment les agents d'immigration rejoignent le site et coordonnent toute la vérification, la prise des empreintes, etc., avant d'être affectés à des hébergements, des logements provisoires. Il vous souvient qu'en 2017, même le stade olympique était rempli par ces réfugiés-là parce que les ressources en hébergement étaient complètement
En fait, on a été dépassé, voilà, par le nombre de personnes réfugiées qui arrivaient. Encore, je tiens à préciser que le nombre de personnes réfugiées qui arrivent par le chemin Roxham, malgré ce qui se dit dans certains médias, ne sont pas si énormes que ça, dans l'optique où il n'y a pas de danger éminent d'être envahi ou de perdre notre culture et tout. Bon, ça fait partie de la peur collective. Je pense qu'il faut défaire ce mythe-là. Évidemment, il n'y a pas tant de gens que ça qui passent. Par contre, effectivement, on n'était pas prêt à recevoir une foule aussi énorme. On n'avait pas assez d'installations, pas assez de ressources, pas assez de gens. Donc, effectivement, ça crée un délai. Et pour les foules qui ont suivi, on était prêt là. Mais dans votre cas, vous, c'était donc au début. Oui. Donc, effectivement, là, vous avez eu un délai d'attente. Là. Oui, à peu près 10 jours, on est resté. On a d'abord été parqués dans les entrepôts de la douane canadienne. Donc, c'est dans ces entrepôts-là qu'on pouvait accéder pour dormir à partir de 19h, 20h. C'est quand le service est fini. Et à 6h du matin, il fallait sortir tout emballé parce que les gens venaient travailler. Et on était un peu dans la cour, on restait là. Et puis, par vague, les gens passaient pour passer à l'autre étape, qui était l'étape d'enregistrement des empreintes, etc. Et ensuite, il y avait des navettes qui nous amenaient de la municipalité de Lacolle à Montréal. Et quand on arrive à Montréal, on avait le choix dans les ressources d'hébergement qui étaient disponibles. Ou si on connaissait quelqu'un, il fallait donner l'adresse de la personne. Mais on sortait avec un papier d'identification qu'on appelle le papier brun. Oui. Et donc, ce papier d'identification faisait office de papier d'identité pour nous. C'est avec ça qu'il fallait ensuite faire les autres étapes, aller s'enregistrer au niveau des instances d'immigration, trouver un avocat pour entamer la vraie procédure de demande d'asile. Parce qu'une demande d'asile, pour faire court, en fait, je l'ai dit, il faut être capable de prouver qu'on est persécuté. Donc, à ce moment-là, on passe devant une commission, oui. Donc avec des commissaires qui vont juger, en fait, selon... grosso modo, selon votre témoignage, et aussi si vous pouvez fournir des documents pour ceux qui peuvent en fournir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est surtout basé sur le témoignage de la personne, donc vous allez raconter le plus factuellement possible ce qui vous est arrivé et pourquoi vous avez peur. Et là, à ce moment-là, le commissaire va décider s'il y a motif, effectivement, de croire ou non que vous êtes une personne persécutée et va accepter ou non, à ce moment-là, votre demande en tant que réfugié officiellement. C'est ça. Qui est donc, les démarches sont quand même assez longues. Oui. Parce que, évidemment, là, ça prend des ressources pour ça et qu'il y a beaucoup de gens. Évidemment, il y a tous ceux qui passent par le chemin Roxham, mais comme je le disais en début d'émission, n'importe qui met le pied au Canada peut demander à rester sous motif de réfugiés. Donc, il y avait tous ceux qui passaient par le chemin Roxham, mais bien sûr, il y avait tous ceux qui passaient par des voies plus traditionnelles. Donc, effectivement, on était un peu débordés. C'est quand même aussi un processus qui est très long. Il faut établir des preuves. Là, il y a des avocats. Bon, c'est quand même quelque chose de sérieux. Évidemment, on parle de vie des gens. Là, il y a des gens qui, si on refuse leur processus de demande d'asile, peuvent être tués, là, littéralement, si on les retourne dans leur pays. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, loin de là. Donc, vous avez dit, ça a pris quand même, là, dans votre cas, là, quelques mois. Oui, d'abord, mon rendez-vous avec la commission a été reporté d'à peu près 1 an. Et donc, mais en 2018, effectivement, moi, quand j'ai rempli les documents, apporté les différentes preuves que j'avais à mon niveau, puisque de toutes les façons, moi, quand je fuyais mon pays, je savais qu'il fallait que je trouve une espèce de refuge quelque part où je suis en sécurité. Oui. Donc, j'ai dû feindre d'aller en voyage dans un pays voisin. Ben voilà, oui. Et donc j'avais de la documentation sur moi. Et puis, aujourd'hui, quand même, avec Internet, on peut retrouver certains éléments d'explication des conditions politiques ou les conditions légales de certains pays. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez et que votre demande d'asile s'appuie sur votre orientation sexuelle, si le pays en question a des lois qui sont absolument contre les autres orientations sexuelles. Là, vous pouvez le prouver avec une recherche évidemment. Et tout ça. Il y a évidemment des cas où le prouver devient beaucoup plus difficile. Dans le cas d'un problème politique ou d'un problème au niveau des lois du pays, effectivement, Internet peut vous aider. Dans votre cas aussi, bon, vous aviez quand même prévu le voyage, vous aviez eu le temps de rassembler les documents. C'est pas toujours le cas. Évidemment, quand il y a une bombe qui tombe sur la maison,
maison, on peut se dire que d'aller chercher des documents intégrés à la maison, là, c'est peut-être pas possible. Là. Oui. Évidemment, il y a des gens qui, pour des motifs de guerre, sont obligés de quitter la maison de façon très rapide et qui n'ont pas ces documents-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, là, c'est que la preuve est vraiment le fardeau de la preuve est vraiment sur le dos de la personne qui demande. Et dans certains cas, ça devient extrêmement difficile. Mais dans votre cas, à vous, c'est pas ce qui a posé problème là, de prime abord? Même pas de problème du tout. J'ai appris l'expression avoir été reçu sur le banc. Je connaissais pas l'expression parce que quand le commissaire est sorti, après tous les documents qui ont été posés, tout et tout, il m'a dit tout de suite qu'il a tout vérifié, que c'était correct de mon côté. Moi, comme j'écris dans mon livre, je n'ai pas choisi de partir. Mais j'ai certainement vu arriver la situation difficile. Vous avez eu un certain délai qui n'est pas donné à tous. Là. Ah non, exactement. Et puis, dans la situation où beaucoup se sont retrouvés au chômeur Oxfam, effectivement, il faut comprendre que dans la persécution qui arrivait aux États-Unis, on débarquait chez les gens et on les sortait, on les mettait dans les avions. Donc les gens commençaient à courir dans tous les sens aussi, les gens abandonnaient leurs biens. Et donc ça n'a pas été évident pour beaucoup de gens. Et donc, ça fait toute une histoire, ça, et pour faire court, encore une fois, là, parce que je veux pas que ça devienne une émission trop droit et politique, mais pour faire court, tu sais, il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi ne pas rester aux États-Unis? Pourquoi venir au Québec alors que nous, on ne veut pas nécessairement se faire envahir. Et donc, pourquoi ces gens-là ne sont pas restés aux États-Unis? Et des fois, on comprend mal qu'aux États-Unis aussi, il y avait énormément de persécutions à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, c'est plus calme, quoique. Il y a encore beaucoup d'histoires assez louches, hein, mais quand même, on a changé d'administration, ça change un peu la donne, mais à l'époque, sous Trump, ça brassait, là. Mais pas seulement à l'époque, hein, parce qu'il faut comprendre que la société québécoise ou la société canadienne en général, quand on la compare avec la société américaine, oui, clairement. Avec la prolifération des armes à feu qu'il y a aux États-Unis, la liberté de s'en servir, hein, quand même aux États-Unis beaucoup plus qu'ici, il y a quand même une situation de société qui fait qu'on n'a pas forcément envie de rester aux États-Unis. D'où mon quoique, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de persécutions encore aujourd'hui, tout ça. Après... Voilà, il y a vraiment une question presque idéologique à dire est-ce que les États-Unis sont un endroit sécuritaire ou pas? Moi, je réponds non tout de suite. Et sous quel motif? Mais voilà, après, les gens qui débattent de ça au Québec sont des Québécois qui sont jamais allés aux États-Unis. En Floride. Ou qui sont à la Floride, voilà, dans des hôtels 5 étoiles. Exactement. Et donc, c'est sûr que quand on a le point de vue d'un réfugié, qu'on a vu des choses là-bas, qu'on a été persécuté là-bas, qu'on a entendu des persécutions dans la rue, on se sent beaucoup moins en sécurité que les messieurs et madame dans les médias qui vont nous dire qu'on est en sécurité mais qui sont pas allés. Et qui n'ont pas nécessairement ni notre couleur de peau, ni notre nationalité, ni autre chose qui pourrait entrer en ligne de compte. Parce que c'est sûr que les Québécois blancs, hétérosexuels sont quand même bien traités aux États-Unis, ça va pas pire. Quand on sort de ça, ça devient difficile. Donc c'est ça aussi c'est là-dessus que je voulais en venir aussi. Et je pense que c'est important de le mentionner, de l'expliquer, parce que les gens pensent qu'on peut fermer les frontières, qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas de compte à rendre aux personnes réfugiées, mais c'est tout à fait faux. En fait, le Canada ne peut pas légalement faire ça. Et au-delà, évidemment, des lois et du droit international qui est très, très bien établi pour les réfugiés, il y a toutes les questions humaines. Là. Est-ce qu'on laisse des gens sur le chemin Roxham, donc qui arrivent avec presque rien, qui des fois arrivent avec des enfants qui sont fatigués. Bon, est-ce qu'on peut laisser ces gens-là à leur sort et ne pas s'en occuper de façon humaine? Évidemment, la plupart des gens répondent non, mais encore faut-il comprendre dans quelle situation ces gens-là sont. Là, en arrivant, là, on arrive avec souvent pas grand-chose. Il y a eu deux sons de cloche. D'abord, je pense que le Premier ministre, quand il a fait son tweet qui a fait que les gens ont commencé à passer par le chemin Roxham en nombre, il a fait un tweet en disant « Tous ceux qui sont persécutés à travers le monde, le Canada peut vous recevoir. Oui. Nous allons vous recevoir. »
Et donc, ça, il a pris toute la mesure de la signature de la Convention de Genève pour dire que le Canada était un espace sécuritaire pour les gens qui se sentent persécutés. Sauf que l'entrée par le chemin Roxham atterrit au Québec. Oui. Et donc, il y a cette discussion entre le Québec et le Canada. Et le gouvernement québécois n'est pas nécessairement du même avis. C'est ça. Et donc, il y a eu, comme j'ai déjà eu à le dire, le chemin Roxham s'est retrouvé au carrefour de dissensions politiques qui datent de longtemps. Oui, clairement. Et donc, chacun a commencé à tirer un peu le drap de son côté avec des arguments plus ou moins fallacieux des fois aussi. Oui, clairement. Et donc, le chemin Roxham a été fermé pour mettre fin à la polémique médiatique et politique, mais récemment, il y a eu 2 Sénégalais qui ont essayé de passer, 2 jeunes Sénégalais qui sont morts, et puis il y a des gens qui continuent à traverser, et ils n'ont pas de statut, ils n'ont justement pas cette ressource-là. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, est-ce que les gens ont de la difficulté à comprendre, c'est que si on ferme le chemin Roxham, c'est bien beau, le chemin est fermé, il y a des gens qui vont essayer de passer quand même. Mais si c'est pas par le chemin Roxham, ils vont essayer de passer ailleurs. Sur des chemins où on n'a pas de ressources, où on n'est pas prêt à les recevoir, des chemins qui sont dangereux. Et donc, on met des vies en danger. Et en fait, on n'empêche pas les gens de passer parce qu'ils vont passer quand même ou mourir. Mais les chiffres sont là. Il y a eu plus de gens qui sont passés par le chemin Roxham que l'année dernière par l'aéroport de Montréal. Oui. Donc, le problème, c'est qu'on essaie d'arrêter la migration des êtres humains. Ça, c'est impossible. Oui. L'être humain est migrant de nature. Il se déplace d'un territoire à l'autre pour différentes sortes de raisons. Okay. Donc, les gens vont arriver. Les demandes d'asile vont continuer. Il y a de la place au Canada et puis en Occident, en général, il y a toujours un ministère de l'immigration. Oui. Et il n'y en a pas en Afrique. Non, clairement. Mais il y a des migrations en Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un ministère de l'immigration? C'est parce qu'on veut organiser l'arrivée des gens pour que les gens viennent travailler, qu'ils deviennent des contribuables et qu'ils viennent nourrir la richesse de l'Occident. On veut vraiment des immigrants quand ça nous arrange. Oui. De la couleur qui nous arrange, de la langue qui nous arrange, avec les capacités de travail et les diplômes qui nous arrangent. Tout est dit. C'est vraiment ça, mais moi, j'ai le droit de le dire. Ça, c'est un de mes privilèges de pouvoir dire ça. Je t'envie. Alors que d'autres ne peuvent pas dire ça, moi, je le dis. Donc, vous êtes aussi, on a parlé évidemment du chemin Roxham, mais ça fait... Et tout le monde parle de ça, mais c'est une partie de votre parcours. Vous êtes aussi auteur, vous travaillez aussi en communication, vous êtes sur des projets pour valoriser l'art, pour valoriser l'immigration, valoriser les immigrants. Et donc, depuis que vous êtes arrivé, quand même, vous êtes un bon exemple d'intégration, de réussite. Vous payez des impôts maintenant, bravo. Donc, il faut aussi parler de ça parce qu'on a l'impression, que les gens qui sont réfugiés ou les gens qui sont migrants ne veulent pas s'intégrer à la société ou n'y arrivent pas et vont être au crochet de la société alors que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Là. Oui. Vous êtes travailleur, vous avez donc un emploi, vous contribuez à chaque jour à la société et vous avez écrit quand même 3 livres. Donc, voulez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant que travailleur au Québec et en quoi vous participez à l'immigration et à voir l'immigration de façon plus positive? Quand j'arrive en 2017, moi, je devais sortir de chez moi pour aérer l'esprit. Et je ne pouvais pas juste me lever, me balader au risque de me perdre. Je ne connaissais pas les ruelles de Longueuil quand je me suis installé. Et j'ai commencé à chercher du bénévolat. Donc moi, j'ai commencé très tôt à m'impliquer. Donc je me suis impliqué auprès des aînés à la Maison Le Réveil. C'est là où on m'a offert un tout premier emploi décent dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire la communication, l'organisation événementielle. Oui, parce que vous arriviez quand même avec un certain bagage impressionnant. Vous avez fait des cours à MIT, entre autres, donc quand même, ça pouvait servir, là. Le cours à MIT est venu après. Après, mais j'arrivais quand même avec une bonne expérience, une 20aine d'années d'expérience en communication et tout ça. Donc, j'ai proposé ce service-là à la Maison Le Réveil. Ça a été ma première expérience de travail dans mon domaine de compétences. Mais bien évidemment, j'ai fait tous les autres boulots qui pouvaient. J'ai fait mon permis de conducteur de chariot élévateur. J'ai travaillé en entrepôt. J'ai fait de l'entretien ménager.
Et je me suis impliqué aussi auprès de la Société canadienne du cancer pour le relais pour la vie. Et le cancer, c'est une maladie dont on entendait parler, mais je ne savais pas c'était quoi la réalité. Et donc, aller aider à mettre en avant cette question, ce qui était vraiment une problématique de santé, en tout cas à Longueuil, sur le territoire où j'habitais. Et je suis toujours bénévole là-bas. Et donc, partout, en fait. Hein. voilà, c'est ça. Donc, moi, je me suis impliqué. Après, dans mon parcours de travail, j'ai aussi travaillé au regroupement des CPE de la Montérégie. Oui. Donc, il y avait aussi cette question de pénurie de main-d'œuvre dans les CPE, le Oui. modèle de CPE versus les garderies privées. J'ai quitté là-bas, j'ai travaillé en réussite éducative. J'ai organisé 2 campagnes de persévérance, semaine de la persévérance scolaire, Oui. les journées de la persévérance scolaire avec le réseau québécois pour la réussite éducative. Et c'est après ça que quand j'ai sorti mon livre sur mon parcours, mon arrivée, d'abord parce que pour moi, c'était important de raconter le chômeur Oxam d'une autre façon. Oui, vu par les gens Vu par les gens qui sont passés par oui. C'est ça. Pas par les gens qui arrivaient, qui allumaient des caméras ou des Oui, politiques qui ça. lisaient des colonnes. Des fois, les gens dans les médias n'ont pas nécessairement le même point de vue parce qu'ils n'ont pas vécu. Hein. Donc, c'est facile de juger quand on est assis dans un studio. Contrairement à ceux qui marchent, on a quand même des points de vue différents. C'est ça. Et c'est quand la sortie de ce livre-là que j'ai vu que la polémique enflait et que la polémique n'était pas basée sur une vraie réalité. On avait clairement un enjeu, c'était un enjeu de faire se parler les cultures ensemble plutôt que de tirer les polémiques comme on le faisait sur les médias. C'est ça qui m'a amené justement à aller faire le cours en relations interculturelles dans les multinationales au MIT. Pour moi, aujourd'hui, que je le veuille ou non, je suis devenu une figure de l'immigration, oui. Une figure du chômeur Oxam, donc il fallait l'assumer. Mais c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est de travailler à plus de compréhension des défis de l'intégration. Accompagner les décideurs, les intervenants, les pouvoirs publics à organiser une inclusion qui est véritable, pas seulement une inclusion qui est dans les mots, parce qu'on va tout le temps aller chercher des espèces de cases, mettre les gens, et puis ça s'arrête là, on fait du saupoudrage. Il y a du travail sur le terrain à faire. Il faut que les communautés se parlent. Il faut que chacun comprenne c'est quoi sa responsabilité. L'intégration, elle s'oppose à la fois à celui qui arrive, mais aussi à la personne qui est là sur le territoire et qui accueille. Donc, il faut bannir un certain nombre de choses dans la sphère publique comme des expressions qu'on utilise. Donc, d'où j'ai écrit mon second livre sur l'immigration, qui est L'art de conjuguer à l'inclusif parfait. C'était important de revenir sur certains mots qui sont utilisés de façon habituelle, mais qui ne portent pas véritablement des germes d'inclusion. Au contraire, j'avais une discussion avec quelqu'un hier et puis je disais, des réfugiés, quand ils ont trouvé leur refuge, ils sont citoyens. Oui. Moi, j'étais réfugié quand je venais d'arriver parce que j'ai demandé l'asile. Oui, parce que vous aviez un statut. J'avais le statut de réfugié. Mais après, quand j'ai été accepté, que je suis devenu résident permanent, je ne suis plus réfugié. Je suis maintenant résident du Canada. Et quand je vais devenir citoyen, je serai un citoyen. Et donc, c'est ça. Il faut permettre à ce que les gens puissent venir, s'enraciner et faire partie du jardin commun et apporter leur contribution. On a parlé de travailler, on a parlé des impôts, mais on contribue aussi à la vie publique. Donc, les prises de parole que l'on fait aussi vont faire en sorte que la société qui nous a accueillis va profiter de ce qu'on apporte, de notre expérience. Et puis, nous, on va essayer aussi d'apporter quelque chose. Donc, c'est un peu ça ce que je fais aujourd'hui. En outre, je fais aussi de la gestion de projet. Justement, on a parlé de la plateforme. Oui. Cette plateforme-là va mettre en avant les artistes afrodescendants qui sont au Québec, au Canada. Ce qu'ils font, essayer de les mettre en avant. Sinon, ils sont noyés dans les grands classements des grosses majeures dans les arts, cinéma et musique. Donc, on a essayé de développer cette plateforme de diffusion pour leur offrir la possibilité, de pouvoir mettre leurs œuvres en avant. Donc, c'est ça. On veut que la société soit totalement inclusive. C'est le cadre, on doit tous y participer. Et il faut suffisamment renseigner les gens. Donc, on accepte aussi les invitations sur les médias pour aller expliquer que oui, on est là, on ne vient pas pour créer le désordre, on ne vient pas pour changer la société québécoise, au contraire. On ne vient pas, parce que la dernière fois, j'avais une discussion aussi sur la francisation. On dit, oui, le français, c'est bien, mais le français, s'il doit être renforcé, ça prend des gens qui parlent français qui viennent renforcer l'usage de la langue française. Donc, si vous refusez les gens qui parlent français qui arrivent nécessairement et que vous prenez 100 000 autres qui ne parlent ni français ni anglais parce qu'il y a une guerre chez eux,
En fait, la question de l'immigration et de la langue francophone qui fait ô combien polémique encore là, aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir de l'Institut de la langue française qui montre très bien, l'Institut québécois de la langue française, je devrais dire, qui montre très bien que les immigrants ne sont pas du tout responsables du recul du français. Donc, on pourrait, dans les prochaines années, prendre uniquement des personnes immigrantes qui ne parlent pas français et on ne ferait pas de recul du français. Okay? Ça n'aurait aucun impact. Ça c'est une fausse croyance. Parce ce qui est vrai, par contre, c'est que effectivement, des personnes qui ont la langue française en commun, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de s'intégrer. Oui. Parce que c'est plus facile d'avoir les services, de demander de l'aide, et les personnes qui passent au travers de la francisation trouvent ça extrêmement difficile, et nos ressources en francisation sont très peu efficaces, même pour les gens. Il y a des cours de francisation qui sont obligatoires pour les gens qui ne parlent pas français quand ils arrivent au Québec, et les gens qui terminent ces cours-là, pour la très, très grande majorité, n'arrivent pas à tenir une conversation en français. Donc, c'est tout à fait dérisoire là, comme ressource, en fait, parce que notre francisation ne fonctionne pas. Ces gens-là, on n'est pas capable de franciser adéquatement parce qu'on n'a pas les bonnes ressources, parce que les cours qu'on donne ne sont pas les bons, entre autres. Donc, après, là, voilà. Donc, il faut quand même mettre un bémol là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas du tout l'immigration qui fait reculer le français. Par contre, ce qu'il faut comprendre de tout ça, en fait, c'est que justement, nos tentatives de francisation et les ressources qu'on met en place pour la francisation ne sont pas fonctionnelles, n'arrivent pas à des résultats. Et donc, il faut revoir nos mécanismes de francisation et plus largement revoir nos mécanismes d'intégration dans la société. Vous l'avez dit, on parle d'intégration, mais est-ce qu'on intègre vraiment? Qu'est-ce que l'intégration réelle? Et est-ce qu'on veut vraiment une intégration réelle? Est-ce qu'on met en place des ressources qui profitent à une intégration réelle? Moi, j'ai un peu l'impression parfois qu'on essaie de caser les gens dans des cases et de forcer l'immigration et de dire, bon, l'immigration, c'est de parler français, à la limite d'être souverainiste, de manger de la poutine. Super! Mais est-ce que vraiment on est un peuple qui intègre si bien que ça ces migrants? Est-ce qu'il y a toute la question du racisme systémique? Moi, ça me fait rire quand j'entends oui, mais le Québec n'est pas raciste. Mais c'est des cas qui sont isolés. Pas tant que ça. On a un système, encore une fois, moi j'ai le droit de le nommer, on a un système de racisme, le racisme étant systémique. Nos systèmes sont racistes, nos systèmes d'éducation, nos systèmes de logement, nos systèmes de santé sont extrêmement racistes. Donc, c'est à ça, en fait, qu'il faut s'attaquer bien avant de commencer à avoir peur pour les migrants qui ne parlent pas français parce que, oh mon Dieu, on va se faire envahir. Et même, on est rendu qu'on a peur de se faire envahir par les migrants qui parlent français aussi. Oui. Par tout le monde, alors que les chiffres sont clairs, on n'est pas en train de se faire envahir. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là à l'heure où on se parle. Et c'est pas 10 000 de plus, 10 000 de moins qui va faire une grande différence. Le Québec est quand même très grand. Donc, je pense qu'on a un faux problème au niveau de l'immigration. On regarde pas le problème du bon côté, en fait. On a tellement peur d'être envahi et ça vient avec le fait que le Québec a une histoire particulière où on est une minorité et on respecte tout ça, mais dans les faits, ça fait en sorte, en fait, qu'on banalise du racisme et qu'on n'a pas les bons mécanismes d'intégration qui sont en place et on travaille pas sur le racisme systémique. Parce qu'on veut se cacher la face sur ce qui se passe véritablement. C'est la situation de minorité du Québec dans une Amérique du Nord anglophone totalement qui fait qu'il y a ce repli systématique qui se fait lorsqu'il y a des populations qui arrivent de loin. Ça prend véritablement un travail pour déconstruire cette idée-là. Et puis, l'immigration, d'abord, on en a besoin pour la démographie, pour l'économie. On a besoin pour vitaliser des territoires, même pour transformer les ressources d'ici, on a besoin de l'immigration au Québec. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le défi de la francisation ou le défi de la langue française, il est pris seulement de façon, comment dirais-je, très symbolique.
Alors, on s'accroche beaucoup au symbole et le travail à faire derrière, on ne le fait pas. Et moi, j'ai eu une discussion sur le fait que les gens ne doivent pas parler une autre langue chez eux à la maison que le français. Pour venir renforcer le fait français au Québec, je dis que ce n'est pas vrai. À partir du moment où dans la sphère publique, on va à l'école en français, on commerce en français, on travaille en français, c'est déjà ça. Par contre, à la maison, oui, le problème, ce qu'on met en avant, c'est le fait que quand les parents ne parlent pas français pour aider les élèves dans les devoirs de maison, ça les empêche de pouvoir réussir plus rapidement. Et je dis non, parce que moi, par exemple, je viens d'Afrique. En Afrique, on a notre langue locale, on a nos langues locales. C'est à l'école qu'on parle français, mais ça ne nous a jamais empêché de faire le travail comme il faut. À chaque fois, on va mettre la responsabilité sur l'autre et on ne va pas re-questionner nos propres mécanismes ici au Québec. Là où ils ont raison, et ce que ça pointe, en fait, c'est que les mécanismes de francisation, parce que les parents qui parlent français, qui ne parlent pas français à la maison, qui ne sont pas capables de comprendre les devoirs, on fait les cours d'immigration obligatoires. Et donc, s'ils ne parlent pas plus français et s'ils ne comprennent pas plus les devoirs, la faute n'est pas sur eux, la faute est sur notre mécanisme de francisation obligatoire qui exactement. ne fonctionne pas. Et la façon dont on fait la francisation, c'est de donner quelques outils de conversation qui sont très, très sommaires. Mais une langue, c'est pas seulement la grammaire ou la conjugaison ou le vocabulaire. Une langue, c'est aussi toute une histoire. Et donc, si on ne partage pas l'histoire du Québec, on ne peut pas s'intégrer davantage. Et moi, je dis, il faudrait ouvrir même aux arts québécois. Oui. La littérature québécoise, la musique québécoise et tout ça. Donc, si on ne cherche pas soi-même, on ne découvre absolument rien. Ce que font les centres communautaires, entre autres. Et Dieu merci du travail. Devraient le faire davantage aussi. Oui, ils devraient le faire davantage, clairement. Mais il manque de ressources. C'est ça, exactement. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec très peu de ressources qu'ils ont. Mais les travaux qui sont faits par les centres communautaires et ce que vous faites dans votre travail vous-même, de faire la promotion des arts, de la culture, de la littérature, ça aussi, ça change la donne. On espère, mais ça prend du temps, un temps relativement long. Oui, ça prend du temps, évidemment. Mais après, on avance par en avant un pas à la fois. Là. On change pas non plus une mentalité sociale si facilement que ça. Donc... En fait, je crois que si. Sauf que les outils qu'on utilise, on ne les met pas à la disposition de ce changement qu'on attend. Parce que vous pensez qu'avec les bons outils, on y arriverait rapidement? On a des médias de masse. On a des médias sociaux. Oui. Moi, j'ai fait l'expérience pendant la crise pandémique. On a décidé que toute la société devait penser que les gens qui étaient contre le vaccin étaient des complotistes. Ils sont devenus des complotistes. Oui. Comment ça s'est fait? Ça veut dire qu'on a empêché certaines personnes de prendre la parole dans les médias pour éviter que ce discours-là soit public. Et donc, on a répété une espèce de doxa religieuse sur le vaccin. On l'a imposé de partout. On a empêché les gens d'aller acheter des vivres s'ils n'étaient pas vaccinés. Ça veut dire qu'on a la capacité comme société de dire, OK, à partir de maintenant, tous les discours qui sont racistes, qui sont, comment on appelle ça, contre l'immigration et qui racontent n'importe quoi sans en apporter la preuve ne doivent plus passer sur les médias. Et qu'on accepte que les gens prennent la parole pour expliquer des choses autrement que dans l'orientation politique que l'on va chercher. Oui, mais pour faire ça, en fait, c'est clairement, pour mettre ces règles-là en place, ça prend un changement de mentalité. Et le changement de mentalité... Oui, je comprends ce que vous me dites, et vous avez peut-être pas tort. Je vais réfléchir à ça cette nuit, je vous en reparle. Mais reste que pour moi, un changement de mentalité, c'est quand même... c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Après, effectivement, on peut débattre avec les réseaux sociaux à savoir si c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Et comme je vous dis, j'ai peut-être pas la réponse exacte maintenant. C'est quelque chose qui est à réflexion, bien sûr, mais ce que tout ça montre, en fait, c'est que vraiment, et ce que vous apportez dans votre discours, dans vos livres, c'est que il faut voir l'immigration comme étant positive, plutôt que comme étant un problème. Et ça, on a quand même beaucoup de difficultés. Au Québec et ailleurs, en Occident d'ailleurs, on a tendance à voir l'immigration comme étant un problème, on a tendance à parler de crise, alors que... J'ai une question. Oui. Si en Occident, on voit l'immigration comme une crise, comme un problème à chaque fois, comment on appelle ça, qui cause l'immigration? Qui va chercher les gens en immigration? Je suis pas sûre de comprendre cette question. Alors,
Je disais que avant, au temps de la colonisation, quand les gens arrivent en Afrique, je parle le cas de l'Afrique, quand ils arrivent en Afrique, ils disent on a un devoir de civilisation, vous êtes des sauvages, on va vous montrer comment vivre. Oui. OK? Donc, ils sont arrivés, ils ont dit votre modèle de société, il est complètement pas correct. Oui. Vous devez absolument appliquer notre modèle de société. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a donné une copie aux gens. L'original est resté en Occident. Donc, forcément, les gens veulent aller en Occident. On a fait en sorte que quand vous étudiez les mêmes choses dans les universités africaines, votre diplôme n'a pas suffisamment de valeur que quand vous étudiez la même chose exactement avec les mêmes textes, les mêmes livres. Clairement, on a provoqué ça. Oui, je comprends. Et donc, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent aller étudier en Occident ce qu'ils ont déjà chez eux. Oui. Ensuite, on décide que le commerce va se faire. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ceci et tout ça. Mais vous, on vous empêche de vous développer. Oui, clairement. Par les guerres. Donc, quand les gens sont empêchés de se développer, mais qu'on a accès aux communications parce que justement les Google de ce monde doivent étendre leurs câbles partout, donc, et qu'on voit que la prospérité qu'on nous vend comme étant un modèle de culture, elle est ailleurs, on va chercher cette prospérité-là. En fait, on a mis en place un mécanisme qui fait que avant, au temps de l'esclavage, on a envoyé des bateaux aller chercher les gens, Manu Militari, pour qu'ils viennent travailler. Aujourd'hui, on a tellement détruit leur territoire qu'eux-mêmes se déplacent pour venir travailler ici, pour enrichir toujours l'Occident au détriment de leur propre territoire. Donc, ce qui veut dire que, et en même temps, et je parlais des ministères d'immigration, il y a dans des gouvernements en Occident, des départements entiers qui sont censés dire combien on en a besoin pour aller chercher combien, etc. Oui. Mais ils ne disent jamais après quelle est la richesse que cette immigration a apportée cette année. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. J'ai fait toutes les recherches possibles. Non, il n'y en a pas, effectivement. Ils ne vous diront jamais qu'on a reçu 100 000 migrants, 100 000 travailleurs permanents cette année, et ça a permis de générer tel indice sur le PIB national. Jamais. Mais quand ils vont donner $1 million pour aller faire un forage d'eau en Afrique, ils vont mettre ça placardé partout sur tous les médias. Ah, clairement, mais ça, c'est... Donc, il y a un système qui fait que... Il y a un appel d'air. C'est du néocolonialisme pur et simple. C'est-à-dire que... on n'a plus d'esclaves, on n'a plus de colonialisme, on ne veut plus sur un territoire pour mettre son drapeau, présenter son drapeau et dire maintenant vous êtes un peuple qui nous appartenait. C'est ça. Cependant, on a des mécanismes maintenant qu'on appelle du néocolonialisme qui reprennent la même idée, avec des façons de faire qui sont entre guillemets plus acceptables ou du moins plus subtiles. Et pour couronner le tout, on va appeler le déplacement de ces gens-là une crise. Parce que quand vous arrivez, on vous empêche d'ailleurs d'être citoyen. On a même entendu l'expression immigrant permanent. Oui. Ça n'existe pas, un immigrant permanent. Non, ça n'existe pas non plus un réfugié illégal. Là, mais c'est ça. Donc, en fait, il y a tellement de ce mécanisme de vocabulaire, ce mécanisme institutionnel qui fait que l'immigration va toujours être perçue comme une crise parce que ça sert. Oui, voilà, clairement. L'idéologie de l'Occident qui veut continuer à comment on appelle ça, à imposer. Oui, clairement. Sa lucarne de vue sur Mais sinon, en réalité, tout le monde migre. Clairement, tout le monde migre. Les migrations sont beaucoup plus importantes dans les pays du Sud, entre Sud-Sud, que du Sud vers le Nord, en fait. C'est juste que de notre côté, on a tendance à voir ça comme étant une catastrophe, alors que dans des pays Sud-Sud, vous l'avez dit, on n'a pas nécessairement de critères de l'immigration, donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins contrôlé. Et on s'en fait pas trop. Donc, c'est là où j'arrivais en disant on crée un problème. Là où il n'y a pas de problème. Après, c'est qu'on veut protéger une façon de faire et une façon d'être. Et si on se rejoint par rapport à ce que je disais avant, qu'on est capable de pouvoir changer la mentalité en disant les bonnes choses sur les médias de masse. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à dire l'immigration, elle est uniquement positive parce que ces gens apportent tel indice au PIB national. Ces gens viennent payer des impôts dans telle région, vitalisent ceci. Quand on a besoin d'eux, on va les chercher, on les accueille comme il faut. Plus personne ne se plaindra de l'immigration. Clairement. Mais en fait, tant qu'il y aura des gens qui diront « Ah ben quoi? Comment ça se fait qu'on a fait une prière à l'université McGill ?» Quand il y aura des gens comme ça qui vont avoir pignon sur rue sur tous les médias pour dire, je ne veux pas dire le mot, je ne suis pas autorisé, mais tant qu'il y aura que ces gens-là, on va toujours faire peur aux populations d'accueil ici. Clairement. Moi, dans le quotidien, je n'ai aucun problème avec personne au Québec. Aucun.
jusqu'à ce que le discours politique entre en ligne de compte. Mais clairement, voilà, c'est clairement politique. C'est clairement des gens qui... Il y a certains gouvernements qu'on ne nommera pas qui se font élire sur des questions de peur, d'immigration. On l'a vu tout récemment, puis là, les élections sont sur le bord de revenir, ça recommence. Et ça va recommencer, c'est cyclique en fait. Parce que... Voilà, des gouvernements qui vont chercher une base politique avec ce genre de discours-là. Oui. Et malheureusement, ça marche. Pourquoi? Parce que quand les gens ont peur, ils arrivent... ils sont manipulés. Ils sont manipulés facilement. On arrive à leur faire croire ce qu'on veut leur faire croire. Quelqu'un qui a peur ne réfléchit pas par lui-même. Exactement. Et par le fait même, on est capable donc d'emmener ces gens-là aux urnes et de les faire voter dans une certaine direction. Et donc ça, et c'est ce qu'on a vu au Québec, entre autres. Alors que dans les faits, on a littéralement créé un problème qui n'existait pas parce que les chiffres le montrent, et je le répète, il n'y a pas d'invasion de masse, il n'y a pas, comme je le disais, le recul du français n'est pas du tout en lien avec l'immigration, et mais les gens, voyons, ne veulent pas entendre parler, les chercheurs, par rapport à ça. On est un peu... dès que les études sortent, on y monte pas nécessairement dans les grands médias, on veut pas trop en parler, parce que, effectivement, vous l'avez dit, c'est payant. C'est payant comme mentalité, c'est payant comme façon de voir les choses, ça paye à certains politiciens, et en général, ben voilà, ça maintient un système qui est en place depuis extrêmement longtemps, qu'on veut conserver. C'est la base du capitalisme. C'est ça. On n'aurait pas de téléphone à faible prix si on n'avait pas le capitalisme qui guerre au Congo. Voilà. La guerre en RDC, oui. Et c'est ça. Et moi, j'ai arrêté de faire des médias parce que j'ai compris très vite que les gens ne m'invitaient pas pour parler du chômeur Oxfam, pour donner une autre version de la situation et défendre les gens qui sont passés par là. Mais ils voulaient juste montrer quelqu'un qui a une tête qui est passé par là. Et donc, on me posait exactement les mêmes questions, alors que le débat avait évolué. Donc, j'ai commencé à refuser des entrevues. Ben, en fait, c'est parce que on veut la polémique. On veut attirer... on veut attirer de la clientèle, des auditeurs, en créant la polémique, en fait. Donc, tu sais, la mode était au chômeur Roxham pendant un bon bout de temps. Et donc, quand on parlait du chômeur Roxham, les gens écoutaient. Et les gens, tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion et c'est très, très polarisé. Et malheureusement, tout le monde a une opinion et puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui devraient pas en avoir. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens où les gens qui se prononcent dans les médias, souvent, les gens qu'on écoute, c'est des gens qui ne savent pas nécessairement de quoi ils parlent. C'est des gens qui n'ont pas lu les études. C'est des gens qui n'ont pas étudié là-dedans. C'est des gens qui n'ont pas vécu non plus. Il y a un savoir qu'on appelle le savoir expérientiel. Des éditorialistes, on les appelle aujourd'hui. Ben voilà. Je le disais pas comme ça, mais c'est effectivement comme ça. Et dans les faits, voilà, c'est ce qui fait en sorte que ces gens-là propagent une opinion, mais ça reste une opinion et là, on a de la difficulté à faire la distinction entre une opinion et des faits. Mm-hmm. Okay? Et les gens prennent des opinions pour des faits et on finit par convaincre la population d'une certaine façon de penser qui devient presque homogène et ça devient extrêmement difficile même pour monsieur et madame tout le monde de se retrouver dans tout ça parce que on ne leur présente pas les faits comme ils devraient être présentés. Donc effectivement, je veux pas vous faire de peine, mais quand on vous invite à quelque part, c'est parce que vous attirez des auditeurs et de la clientèle. Et après, tu sais, si on parle d'autre chose que du chômeur Roxham et de la question je mets ça entre guillemets des migrants illégaux parce que évidemment une migration légale ça n'existe pas mais je retire donc mes guillemets c'est quelque chose qui fait parler, c'est quelque chose qui fait jaser, c'est quelque chose qui est très polarisé, donc c'est très payant. Les médias ont besoin de choses payantes pour payer leurs employés. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les médias. Évidemment, des médias pires que d'autres au niveau des faits, des informations. Mais donc, en effet, il y a débat. Il y a débat avance, oui, mais après, j'ai l'impression, je vous l'ai dit, que c'est des cycles.
et qu'on arrive toujours aux mêmes questions. Les questions de l'immigration, est-ce que entre guillemets c'est illégal ou pas? Est-ce que il y a un nombre d'immigrants qu'il faut accepter ou non? Là, ce gros débat sur le nombre d'immigrants à 10 000 plus, 10 000 moins, comme ça allait changer grand-chose. Et la francisation et tout ce qui vient avec. C'est très cyclique, tout ça. Et mais vous l'avez dit, en fait, là, c'est vraiment une question de voir est-ce que c'est positif, est-ce qu'on voit l'immigration comme étant positive et quel projet on pourrait mettre en place pour que les gens changent de mentalité. Et en fait, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour emmener vers quelque chose de positif? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour faire changer le discours? Vous m'avez dit on pourrait toujours mettre des lois, empêcher la diffusion, mais effectivement là, on parlerait de liberté d'expression à ce moment-là, puis on vous taperait sur la tête. Qu'est-ce que vous faites à tous les jours quand vous vous levez le matin pour changer les choses à ce niveau-là? Ce que je fais tous les jours, moi, c'est de continuer à donner mon opinion, à écrire des livres, de participer à des entrevues comme celle-ci pour donner mon sentiment sur la situation, sentiment nourri par mon expérience. Et quand l'expérience fait défaut, je vais chercher une formation. Il y a 2 semaines, j'étais parti à un symposium sur l'immigration francophone à Winnipeg. Parce qu'au départ, je pensais que ça incluait le Québec et que j'allais voir à l'échelle du Canada tout entier quelle était la perception de l'immigration francophone. Donc, j'ai pris tout ça à mon compte. Et quand j'arrive là-bas, je me rends compte que non, ça parle des autres communautés francophones qui sont ailleurs et hors Québec. Et j'ai dit, tiens, ça va me nourrir en termes d'expérience comparative. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Je suis revenu avec beaucoup de cartes de visite et beaucoup de perspectives justement parce que dans les communautés francophones en dehors du Québec, il n'y a pas cette confrontation avec le repli historique du Québec par rapport aux questions d'immigration. Parce que historiquement, on n'est pas au même endroit, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ça me permet de regarder l'immigration francophone au Canada d'une façon différente. Donc, ce que moi, je fais, c'est ça. Aller chercher l'information, aller chercher l'expérience pour être capable de pouvoir expliquer ça davantage quand il le faut. Maintenant, est-ce qu'il faut chercher à faire percevoir l'immigration comme positive ou négative? Moi, je dirais, il faut surtout travailler à faire percevoir l'immigration comme naturelle. Oui. C'est un réflexe de l'être humain, point final. Oui, effectivement. Et à chaque fois qu'on veut l'apprécier, qu'est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'on peut pas, on va non seulement aller à l'encontre de la nature. D'accord? Maintenant, je disais dans un discours il y a 1 an que on conçoit que la Terre nous appartient à nous tous lorsqu'il s'agit de richesses minières et de ressources naturelles. On dit qu'il ne faut pas planter des arbres au Sahara aujourd'hui parce que ça va détruire l'Amazonie et que l'Amazonie était le poumon du globe. Donc, à partir du moment où on conçoit que les ressources naturelles peuvent appartenir à tout le monde, la Terre en soi... Il y a beaucoup de Haïtiens qui ne seraient pas d'accord avec vous sur celle-là, là. Dans le sens où les politiciens ne veulent pas partager les ressources qui sont sur leur territoire. Mais ils sont capables d'aller chercher ailleurs. Oh oui, mais ça, voilà. Y compris aller faire la guerre. Oui. Sous de faux prétextes pour faire la guerre, pour aller chercher le pétrole ailleurs. Donc, ce que je veux dire, à partir du moment où, quand on est intéressé par les richesses naturelles dans le monde entier et qu'on est capable d'apporter la pauvreté, la guerre et la misère, le feu et le soufre à des populations qui n'ont rien demandé, on devrait considérer que la terre nous appartient, nous tous, et que chacun peut se déplacer, vivre et respecter les lois. Les gens qui arrivent ici, qui n'ont pas choisi de partir, parce que moi, je considère que si tout allait bien dans nos territoires, il n'y a personne qui quitterait sa terre natale. Donc, si ça serait à tout le moins beaucoup plus rare. Là, beaucoup plus rare. Quelques histoires amoureuses de besoin de travail et tout. Mais c'est ça. Oui. Mais donc, à partir du moment où les gens arrivent, les gens veulent quoi? Ils veulent s'intégrer. C'est-à-dire faire partie de la société, respecter les lois et faire ce qu'il faut. On veut apprendre à manger la poutine, à cuisiner la poutine. On veut savoir où est-ce qu'on vit ici. On veut comprendre c'est quoi l'hiver, le printemps et tout ça. Donc, à partir du moment où on arrive pour contribuer. Pour faire partie du territoire et de la société. Donc, tous les freins que les politiques, les médias, qui sont leurs alliés, mettent en place dans la perception même sociale de l'immigration, on doit pouvoir travailler à dégommer ça. Et ça prend
plus de professeurs d'université qui font des études, qui sont publiées. Ça prend plus d'intervenants qui viennent expliquer ça à des moments de grande écoute, surtout en direct parce que des fois on se fait couper. mais c'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité aux gens de comprendre. Oui, et il y a beaucoup de préjugés, et les gens, sans être méchants, et voulant parler dans votre livre, et j'ai quand même bien ri, les gens ont des préjugés sur l'Afrique, les gens pensent que les Africains n'ont pas accès à la technologie, entre autres, pensent aussi que, voilà, j'ai dit tout à l'heure que les immigrants ne veulent pas s'intégrer, qu'ils veulent... de facto profiter ou avoir leur religion et d'imposer à d'autres. Et bon, j'en parle, c'est certains des préjugés, et il y en a des centaines et milliers. Effectivement, vous le dites, il faut travailler à défaire ces préjugés-là. Il faut travailler à se parler entre nous. Moi, j'ai l'impression que encore une fois, les centres communautaires font un bon travail pour ça, mais on très peu de ressources. Quand on met des gens à s'asseoir ensemble et à se parler, on finit par se rendre compte qu'il y a peu de gens qui sont bien méchants dans la vie, mais quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec des gens réfugiés ou immigrants va en avoir peur parce qu'ils ne connaissent pas cette réalité-là. Bien sûr, je parle d'immigrants, je parle de réfugiés, mais c'est comme ça avec tous les gens qui sont différents de nous. Donc, effectivement, la communication aiderait beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà la fin. Et donc, je rappelle, vous avez 3 livres, si vous voulez les nommer rapidement. Je n'ai pas choisi de partir, une histoire du chômeur Oxam. Et demain, le Togo, ce que vous devez savoir pour agir efficacement, c'est une satire politique sur le pays que j'ai quitté en 2017. Et le dernier, c'est l'art de conjuguer à l'inclusif parfait pour un vocabulaire adéquat de l'intégration et de l'inclusion. Où vous remettez en question donc le vocabulaire qui est utilisé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir partagé quand même une partie de votre histoire personnelle, mais aussi, merci de tout ce travail que vous faites bénévole, entre autres, et travail comme salarié, bien sûr, pour faire avancer les choses. Vous êtes un exemple d'intégration, donc merci de faire votre part pour un Québec plus ouvert. Et de notre côté, on se retrouve pour une autre émission de Puis toi ta journée. Merci beaucoup. Merci.